Chère auditrice et chers auditeurs, bien que je ne le vous souhaite pas, j'imagine que vous avez tous eu à gérer de près ou de loin un jour le décès d'un proche. Et évidemment le tsunami administratif qui l'accompagne. Compte en banque, assurance, abonnements divers, ce sont des dizaines de comptes qu'il faut clôturer. Une tâche rendue de plus en plus ardue aujourd'hui puisque nous disposons tous également d'un patrimoine numérique, ce patrimoine grandissant que nos proches ne maîtrisent parfois pas ou n'en ont même pas connaissance. Et c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la mort numérique, qui est le cœur de l'activité de mon invité aujourd'hui, puisque nous recevons Jean-Charles Chemin, qui est président de Legapass, une start-up niçoise spécialisée dans la gestion de l'héritage numérique. Jean-Charles, bonjour et merci d'être au micro de la Robe numérique. Bonjour Oriana, merci pour l'invitation. Alors, c'est pas un sujet hyper gai de parler d'héritage, mais c'est quand même un sujet nécessaire. Comment est venue l'idée de créer les GAPAS? Effectivement, c'est pas un sujet, super rigolo, mais c'est vraiment très important et du coup, l'origine de l'Egapass, elle est pas très marrante non plus, hein. C'est lié à la perte d'un proche et notamment, la perte du papa de ma compagne qui est resté à l'hôpital quelque temps à l'étranger pendant le covid. Elle a pas pu aller le voir et pendant ce temps-là, en fait, finalement, le temps de l'hospitalisation, il a pu lui transmettre certaines informations et certains codes, qui lui ont permis à elle de récupérer des informations. Alors il y avait pas de fortune cachée, hein, mais il y avait des souvenirs, des photos sur des clouds, des choses comme ça, qui avaient beaucoup de valeur sentimentale pour elle et c'était le déclencheur. Parce qu'à ce moment-là, moi, je me suis projeté. Moi, ça fait 15-20 ans que je suis sur le web, dans le numérique, donc je suis accro à tout ce qui est digital et je me suis projeté et je t'invite à le faire, hein. Qu'est-ce qui se passe s'il nous arrive quelque chose là, d'un coup et qu'est-ce que va devenir notre patrimoine numérique? Et en fait, on se rend compte qu'il y a un tas de choses qui risquent d'être perdues, qui vont disparaître tout simplement ou même finir piratées parce qu'on sera plus là pour mettre à jour les mots de passe et cetera et c'est assez terrible et donc ça a été le choc. Je me suis dit: «Mais comment je fais pour régler cette problématique-là?» Et on s'est mis en quête de solutions, à regarder ce qui se faisait, ici en France, en Europe et puis aux États-Unis. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait personne qui avait trouvé une solution, finalement simple et accessible et avec un vrai niveau de sécurité, auquel on pouvait confier, des informations, assez sensibles qu'on n'a pas forcément envie de donner comme ça de son vivant à ses proches, à des associés ou autres. Mais on se dit: «S'il m'arrive quelque chose, il faut absolument que cette information soit transmise». Et donc, de fil en aiguille, on a essayé différentes, solutions. On a essayé, voilà, on a fait des prototypes, des choses comme ça. C'est un sujet qui nous a animés le soir, le week-end. C'est parti vraiment d'une idée, même d'une passion on a réussi à aligner différents prototypes et à un moment, on a réussi à cocher finalement toutes les cases du cahier des charges qu'on s'était fait et à ce moment-là, je me suis dit: moi, je suis assez voilà, je me sens légitime pour le faire parce que je connais bien, la tech, je connais bien la cybersécurité. Voilà, j'étais entouré du coup de deux personnes, qui étaient aussi de bons ingénieurs et on s'est dit: «Allez go, on y va» et ça a démarré voilà, comme ça, sans forcément c'était pas prévu. Ça nous est vraiment tombé dessus. Et donc finalement, c'est un besoin, un peu humain Oui, qui a fait naître le projet. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, tu parles, bon, d'une situation personnelle. Vous en faites, cette start-up, depuis, plus d'un an maintenant, sur Nice. Mais finalement, vous, dans les clients que vous avez, vous adressez pas du tout qu'à des particuliers parce que en fait, la question de la survie numérique, et donc de ce qui nous c'est ce qui reste après nous, ou ce qu'on a envie de transmettre, c'est pas uniquement les particuliers, ça peut être aussi, les entrepreneurs, ça peut être aussi, des investisseurs, ça en fait, finalement, on a, une multitude de situations dans lesquelles la survie du patrimoine numérique est indispensable. ouais, ouais, ouais. Alors ce qu'on a fait, si tu veux, au départ, on a construit une technologie qui nous permet de garantir la collecte et la sécurisation sur du très long terme d'informations. Donc c'est vraiment du stockage froid. Je pourrais rentrer un petit peu dans les détails si ça t'intéresse, mais voilà, c'est du stockage froid déconnecté. Donc on a créé l'équivalent d'un coffre-fort à la banque dans lequel tu vas pouvoir mettre de la donnée. Cette donnée-là, elle va être vraiment, protégée et en fait, l'avantage par rapport à un coffre-fort à la banque, c'est que tu as pas besoin de te déplacer pour mettre à jour les informations. Tu peux le faire depuis, ton ordinateur, depuis ton téléphone. Cette technologie-là, les usages qu'on a trouvés aujourd'hui,
c'est sur la protection de la connaissance finalement des personnes physiques. Donc, ça peut être des particuliers, ça peut être des entrepreneurs bien sûr, parce qu'il y a des choses à sauvegarder pour la famille comme pour l'entreprise. Il y a un coût d'ailleurs, hein, énorme, hein, des décès, et de l'incapacité sur les entrepreneurs à l'échelle d'un pays. C'est des sommes qui sont colossales. Donc ça, c'est vraiment tout le marché sur lequel on veut travailler. Mais finalement, on s'est rendu compte, et c'était un petit peu le pourquoi de notre modèle aujourd'hui. Moi, j'aimerais en faire un service finalement d'intérêt général. Je me dis que tout le monde devrait avoir voilà, droit d'avoir un espace où il peut mettre des informations qui ne seront pas épiées de son vivant, qui sont complètement étanches, complètement sécurisées et qui pourront être révélées au cas où, de manière simple, sans avoir besoin de compétences techniques ou quoi que ce soit. Et vraiment, c'est ce qu'on a voulu mettre au service du grand public. C'est quelque chose que des gros groupes, des grandes entreprises peuvent se payer, mais un particulier ne peut pas. Et en plus, il n'a pas forcément le temps ou les compétences pour le faire. Donc on met ça entre les mains, voilà, des particuliers, des petites entreprises. Le but, c'est de fournir un service qui soit le plus simple possible, sans contrainte technologique ou technique. Alors justement, qu'est-ce que vous êtes en capacité de stocker? Parce que ouais, tu parlais de mots de passe, tu disais Mm. que ton ami, avait, récupéré des photos. Heu, Qu'est-ce que vous êtes en capacité de stocker et qui, du coup, pourra être retransmis? Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est concentré vraiment sur l'accès à la connaissance. En fait, on s'est dit que c'était pas forcément une bonne idée d'aller stocker, je sais pas, le double des photos de famille, par exemple, parce que c'est très lourd, parce que, bah, des photos, maintenant, on en prend toute la journée, avec ses enfants, avec ses proches, avec ses amis, et on s'est dit que ça allait être trop lourd d'aller copier ça. En plus, bon, on commence à parler un peu de prise de conscience, d'écologie, du coût aussi du numérique. Mais on s'est dit que ce qu'il fallait, ce qui était le plus important finalement, c'était les codes d'accès qui permettent de débloquer ces informations-là. Et en fait, pour les Français, pour l'Europe, pour les Européens, avec la loi Le Maire, les héritiers ont le droit de prendre possession finalement des données numériques de leurs aïeux. Du coup, ça fait qu'on a quelque chose d'assez cohérent. Et il manquait une brique, même les notaires, hein, c'est pareil, ils gèrent l'héritage numérique, mais c'est à la personne d'avoir pris ses dispositions de son vivant pour que ses héritiers puissent, bah, accéder à ces données numériques, à son patrimoine numérique. Et on se rend compte que dans bien des cas, bah, si ça n'a pas été fait en amont, c'est impossible de le faire après, parce que, par exemple, les sociétés américaines, les clouds que tout le monde utilise, américains, dans leurs conditions d'utilisation, eux, ils n'autorisent pas le transfert. Donc si la personne est décédée, on ne pourra pas demander le déblocage du compte et l'accès au compte. Quand on parle par exemple, de crypto-monnaie, la plupart des grosses plateformes, elles sont à l'étranger. Hein, donc, allez demander à une plateforme qui est à Singapour de vous débloquer des fonds, même si vous êtes notaire, que vous avez certificat de décès, ça ne marchera pas, ça ne sert à rien. Ça marche déjà pas quand c'est des comptes PayPal, alors que c'est quelque chose de super courant. Alors, sur des plateformes crypto, bref. Et quand on parle de crypto qui sont détenus en propre, hein, donc on gère soi-même ses clés, alors là, il n'y a aucun moyen d'aller récupérer les informations. Donc c'est vraiment important de prendre conscience, de le faire de son vivant. On prend le temps. C'est pas des informations finalement qui changent tellement. Il y a des informations qui sont vraiment cruciales. Ça peut être le code d'accès à son téléphone, à son ordinateur, à sa boîte mail, qui vont être utiles pour récupérer du patrimoine numérique, mais aussi pour gérer tout simplement la succession. Comme tu le disais, après un décès, bah, gérer une succession pour ceux qui l'ont vécu, c'est extrêmement compliqué. Il y a un tas de procédures, de process administratifs qu'il faut régler. Et avant, ce qui se passait, moi je l'ai vécu aussi malheureusement, j'ai perdu mon papa il y a plusieurs années, et c'était encore une génération où il y avait tout en papier. Donc il y avait des contrats, j'avais des relevés bancaires que je pouvais pointer, donc j'ai pu aller clôturer les comptes, faire tout ce qu'il fallait, etc. Ça m'a pris un temps fou, mais j'ai pu le faire. Aujourd'hui, si quelqu'un décède et qu'on n'a pas accès finalement à sa boîte mail, c'est impossible de gérer la succession. C'est impossible. Alors effectivement, ce que tu dis, c'est très vrai. Moi aussi, à titre personnel, j'ai dû gérer le décès de mon papa et effectivement, la récupération, d'échanges. Par exemple, il y a des échanges que on peut retrouver dans les mails sur des accords passés, par exemple, où il y a quelqu'un qui vous dit, bah, il avait dit OK pour ci, pour ça, et en fait, on est complètement aveugle. Parce Oui, qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui passent par le web, et donc retracer ces courriers, ces échanges, ces accords, c'est vraiment compliqué. Et puis, il y a des actifs. Aujourd'hui, vous avez des boîtes mail avec des noms de domaine qui sont des noms de domaine oui, familiaux. Si vous n'avez pas
heu, accès à l'interface de l'hébergeur et cetera, et du, de la société auprès de qui vous avez acheté le nom de domaine et où le domaine est hébergé, c'est impossible à récupérer et vous devez attendre, qu'il soit, expiré et de là, le renouveler en le mettant à votre nom, en espérant, vraiment très fort que personne ne vienne le récupérer au milieu. Donc effectivement, je comprends bien l'intérêt de récupérer, et en tout cas de centraliser ce type d'informations pour éviter d'alourdir, l'administratif et donc que ce soit un peu la double voire triple peine, dans certains cas. Alors tu dis, tu parles du grand public. Moi, je vois aussi naturellement, des assureurs comme clients dans votre périmètre, client, Mmh. au profit justement dans le cadre de, prévoyance, dans le cadre, de d'assurance vie. Moi, je vois ça assez bien comme un service complémentaire dans le cadre d'assurance vie, dont le but, c'est quand même d'assurer, ce passage, C'est dans notre tableau de chasse, effectivement, il y s'ils a nous écoutent, coucou! ouais, s'ils nous écoutent, on prend non, mais déjà, bah, enfin, si bah, nous, on a la caméra. Moi, tu sais que je suis hébergé aujourd'hui au stade, à Nice, hein, mes bureaux, ils sont dans le stade. C'est l'Allianz Riviera. Alors, c'est pas pour leur faire de la pub, mais je suis accéléré par l'accélérateur Allianz. Donc ils voient vraiment un lien aussi entre ce qu'on fait et les produits d'assurance et effectivement, bah, l'assurance, c'est un des leviers sur lesquels on compte pour aller sur une diffusion, qui soit la plus large possible de nos services. Voilà. Il y a aussi d'autres acteurs importants, hein, les notaires, les conseillers en gestion de patrimoine, pas mal de professionnels du chiffre aussi, ceux qui vont conseiller les entreprises, les experts comptables. Voilà, il y a pas mal de monde. L'idée, c'est d'aller, bah, trouver ces prescripteurs, les former et voilà, qui c'est un risque quand même, c'est toujours pareil, hein, c'est un risque. On est un peu dans comme une assurance, hein, finalement. C'est de la prévoyance, donc ça nécessite quand même une prise de conscience et aujourd'hui, quand je raconte les GAPAS, quand je le pitch, on me dit: «Mais c'est bizarre, personne ne l'a fait, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Ça semble tellement évident». Et bah, non, parce que déjà c'est quelque chose qui est assez nouveau. Mais aujourd'hui, tu vois, on en parle là, Oriana et tu me dis, toi, tu as un exemple aussi, tu as vécu quelque chose et en fait, tout le monde, quand j'en parle, tout le monde se dit: «Ah ouais, c'est vrai que» voilà, moi, j'ai aussi une anecdote, j'ai aussi dans mon histoire personnelle, quelque chose qui est arrivé à cause de la mort et du numérique Mais en et fait, je pense que si on n'y va pas, et peut-être si personne s'était attaqué à ce sujet-là, je pense que c'est parce que ces moments qui sont douloureux, on a du mal à y investir autre chose. Bon, c'est peut-être un peu philosophique là, désolé, mais on a quand même peut-être un peu de mal à investir autre chose que le chagrin, et donc peut-être que, bah, c'est un peu l'alignement des planètes, peut-être, tu vois, d'avoir le temps long du covid, le temps de s'arrêter aussi, enfin, qui est peut-être plus propice à la création, à qu'est-ce que je vais tirer de comme conséquence d'une situation qui est douloureuse? Qu'est-ce que voilà, comment finalement, on va pouvoir en faire quelque chose, il y a des, alors il y a des études, alors ça vient plutôt des États-Unis, heu, sur la qui concerne la planification successorale. Finalement, quand est-ce que les gens, bah, se motivent à prendre les choses en main? Et le numéro un des cas, c'est, quand on apprend qu'on est atteint d'une maladie grave. Voilà. Ça, c'est vraiment le déclencheur numéro un. Il y a une prise de conscience des gens. Ils disent: «OK, là, bon, potentiellement, j'ai un truc qui me tombe dessus. Comment je fais pour protéger, mes proches, mon entreprise?» Et cetera. Après, il y a d'autres moments de vie. La naissance d'un enfant, l'achat de sa résidence principale, le départ en retraite, la perte d'un proche, bien sûr, ça fait réfléchir. C'est déjà des choses qu'on a vues aussi, avec les assureurs, par exemple, au niveau de l'assurance obsèques, ont vu arriver, hein, les éléments déclencheurs. Et l'obsèque, c'est quand même un petit peu plus tard. Nous, on se concentre beaucoup sur le numérique, donc c'est des personnes un petit peu en tranche d'âge, on est un petit peu plus jeunes. Mais voilà, il y a vraiment des moments de vie qui sont des déclencheurs et il faut prendre conscience et c'est aussi ma mission d'aller, parler aux gens, leur montrer, leur présenter des exemples finalement. Regardez ce qui peut arriver et malheureusement, bah, on choisit jamais d'avoir un accident, ou quelque chose de grave qui nous tombe dessus. Donc il faut se prémunir et voilà. C'est un bah peu le voilà, ma mission aujourd'hui.
Nous, au cabinet, on s'est vraiment posé cette question l'année dernière, pas très brutalement, mais quand effectivement il a été annoncé que je devais avoir une opération à cœur ouvert, bon, bah, la probabilité, elle passe de nulle à élevée. Oui. Oui, oui, Voilà, tout et à fait. donc avoir un plan de continuité d'activité, bah, s'il manque une personne clé et puis, vous partez pour un mois, puis finalement vous partez 6, c'est pas la même histoire dans l'organisation. Mmh. Donc quand on a une intervention, on part pour 2 semaines et en fait on en fait 5. Bah, au milieu, il y a des salaires, il y a des virements à passer, enfin je veux dire, c'est hyper basique, mais en fait, d'un point de vue même opérationnel, ça emporte des conséquences sur la vie des autres. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de plans de continuité d'activité, on parle beaucoup de reprise d'activité, on parle beaucoup d'incidents de cyber, et cetera. Mais il y a aussi, toutes ces mesures-là qui sont aussi liées aux incidents de la vie qui Ouais. peuvent être, voilà, accidentelles, enfin voilà, qu'on maîtrise absolument pas et on n'est pas grand-chose et donc se rappeler peut-être que on veut protéger nos proches, on veut protéger l'entreprise, on veut protéger les collaborateurs et cetera et avoir du coup les actes, je veux dire alignés avec nos souhaits, ça me paraît important. On travaille là-dessus et en fait, là, je suis en train de monter d'essayer de monter, c'est pas encore fait, mais on va y arriver, un pilote aussi avec une association, du coup, qui regroupe des personnes qui sont atteintes de maladies assez graves, pour essayer de comprendre aussi leurs besoins. J'ai déjà eu pas mal de témoignages parce qu'en fait, nous, ce qu'on va leur offrir, c'est quand même, une garantie sur le respect de la vie privée. En disant: «OK, bah, il m'arrive un truc, ou bah, comme tu as pu le vivre, je vais subir une opération, très lourde. Je dois prendre des mesures, mais en même temps, bah, ma vie privée, c'est ma vie privée et il y a toutes les chances que je ressorte de cette opération en bonne santé, c'est le but de l'opération. Mais oui, il y a un risque qui est plus élevé, donc je vais faire attention, mais j'ai pas envie non plus de dévoiler, heu, voilà, toute ma vie privée, pour ça. Donc nous, on va vraiment essayer d'aller offrir, voilà, un gage de sécurité, de confiance aux personnes en disant: «Voilà, tu es tranquille, en tout cas sur cette partie-là, heu, personne n'a à savoir, à connaître tes informations, donc tout va bien. Par contre, c'est vrai que si t'arrive quelque chose, bah, ça sera f tu auras pu, voilà, nous, on va leur transmettre les connaissances, les informations que tu souhaites et ça sera déjà, ça de fait, même si bien sûr, ça règle pas le problème en lui-même, mais ça va aider les proches, l'entreprise à et cetera, quoi. En pratique, lorsque je désigne un bénéficiaire de mon coffre et donc ces informations, déjà, est-ce que j'ai qu'un seul bénéficiaire ou est-ce que je peux en avoir plusieurs? Et puis, est-ce que ce bénéficiaire, ça peut être un tiers de confiance, comme un notaire ou un avocat, qui du coup, voilà, c'est pas, ma sœur, mon frère, voilà et donc c'est pour éviter les: «Ah bah, pourquoi il t'a fait confiance à toi et pas à moi?» enfin voilà, tous ces petits trucs-là qu'on connaît bien dans ces périodes-là. Est-ce que ça peut être ça? Aujourd'hui, alors sur la partie bénéficiaire, tu peux désigner qui tu veux. Voilà. Avec, en plus un petit comme une assurance vie, où tu sais, où tu mets, je sais pas moi, mes enfants, à défaut, mes parents, à défaut, mes cousins et D'accord. cetera. Donc tu vas pouvoir régler, et désigner finalement quelqu'un de manière dynamique. Parce que, bah, le moment où tu le fais, bah, il peut se passer 10 ans, 20 ans, 50 ans avec le moment où le déblocage sera demandé et il faut que la clause le but, c'est qu'on arrive à trouver un bénéficiaire derrière. Donc c'est assez souple et tu peux désigner qui tu veux, sachant que nous, on fait du transfert d'informations. Si tu veux, on fait pas du transfert de richesse ou de propriété. Ça, c'est vraiment le notaire et on va pas là-dessus. Nous, on a un moyen, qui te permet de techniquement, finalement, de transmettre une connaissance. En fait, c'est de Et transférer un accès finalement. voilà, tu imagines, c'est un petit papier, tu marques ce que tu veux, tu le mets dans une enveloppe. Cette enveloppe, nous, on ne sait pas l'ouvrir, hein. J'ai pas décrit comment on fonctionne, mais bien sûr, tout est entièrement, fait pour être confidentiel et en sorte que même nous ou un employé qui serait malveillant de notre côté ne puisse pas aller chercher des données. Il y a rien qui est en clair chez nous, tout est complètement chiffré et en fait, on n'a pas les clés, qui permettent de déchiffrer. On travaille avec des huissiers qui sont partenaires et c'est eux qui gardent les clés et qui les délivrent finalement quand il y a une restitution. Comme ça, on garantit que personne ne peut intercepter l'information, ni de mon côté, ni du côté de l'EGAPAS, ni du côté de l'huissier. Il y a vraiment que le bénéficiaire qui aura, si tu veux, tous les éléments pour reconstituer le puzzle et accéder à ce qu'il y avait dans le coffre.
Donc c'est une petite lettre, tu mets ce que tu veux, tu le mets dans une enveloppe qui est cachetée et bien sécurisée et tu le déposes dans une «boîte aux lettres» entre guillemets et nous on est les gardiens de cette boîte aux lettres et le jour où il arrive quelque chose, ben, voilà, on va retransmettre cette boîte. L'huissier, en gros, il donne la clé et tu peux aller, voir ce qu'il y avait dedans. Voilà. Après, bien sûr, on va guider les gens, sur ce qu'ils peuvent mettre, sur ce qui est bon de mettre et on travaille beaucoup là-dessus. Comme tu l'as dit, on est encore jeunes. On a bossé énormément sur la partie sécurité. On a un process qui est Ouais, on extrêmement va en parler. complexe, Mmh. extrêmement bien sécurisé. On a déposé un brevet, sur le process de collecte et de restitution des informations avec du stockage, voilà, très long terme, et cetera. Des tonnes de couches de sécurité, des process en interne aussi, du bug bounty. Là, on a Mmh. annoncé, Le Triac, heu Yes We Hack, c'est ce que je ouais, voulais tu te faire connais? Ça te évoquer. parle? Ouais. Oui, il y en a ils sont venus au podcast, présenter donc, Yes We Hack. Pour ceux qui ne se rappellent pas et qui n'ont pas écouté cet épisode, c'est, une plateforme qui permet de tester en conditions, avec, les plus forts des hackers et plus ils trouvent de failles, plus ils ont de sous. Donc autant vous dire qu'ils sont hyper motivés et donc l'idée, c'est qu'ils aillent essayer de craquer la sécurité pour, permettre aux porteurs, de projets d'améliorer leur sécurité. Donc ils Ex essayent de craquer les enfin, d'identifier des vulnérabilités, de craquer des systèmes d'information et en fonction de ce que l'on leur exactement. donne, C'est un outil qui est extraordinaire. Alors, aujourd'hui, on est une petite start-up et on est une des rares start-up à pouvoir, enfin, investir à ce niveau-là, au niveau de la dans la sécurité parce que c'est des choses vraiment, on va dire, très haut de gamme. En fait, on a annoncé la semaine dernière, on est passé sur un programme qu'on dit «Public». Alors comme ça a l'air de rien, ah mais bah, en ça, gros, c'est pas rien, ouais. depuis le début de l'année, on avait, jusqu'à 200-300 hackers qui testaient notre plateforme, ce qui est énorme déjà et Mmh. là, on s'est ouvert à près de 50 000 hackers. Là, je peux vous dire qu'on a vu l'activité arriver, et en fait, pour passer en public, il faut le la validation et l'accord des équipes de Yes We Hack parce qu'ils le font pas comme ça, les yeux fermés. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'on ait bien, éprouvé la plateforme, qu'ils nous fassent confiance. Donc c'est un boulot, ça fait 6 mois qu'on bosse avec eux pour préparer ça. Mais voilà, pour nous, c'est un des engagements qu'on prend, pour assurer le plus haut niveau de sécurité et à tous les niveaux. On a vraiment construit les GAPAS pour être un coffre-fort, moi, j'aime pas dire coffre-fort numérique parce que coffre-fort numérique, c'est quelque chose qui est réglementé, qui est défini par une norme, AFNOR ou ISO maintenant et c'est pas ce qu'on fait. Nous, on est vraiment comme le coffre à la banque, quoi. C'est un niveau au-dessus une des grosses différences, c'est par exemple un coffre-fort à la maison. Si on veut mettre ça par rapport au coffre-fort numérique, coffre-fort à la maison, un cambrioleur rentre chez moi, il me met un flingue sur la tempe, bah, je vais lui ouvrir le coffre. Le coffre-fort à la banque, bah, le cambrioleur, il rentre chez moi, il a pas accès au coffre-fort à la banque. Et c'est vraiment la différence. C'est-à-dire qu'un compte Legapass, si tu te fais pirater ton ordinateur, si tu te fais braquer, tu peux pas, extraire de l'information qui va servir à l'attaquant. Donc ça, c'est vraiment important. On garantit une confidentialité totale des informations, une sécurité totale, de notre côté comme du côté de l'utilisateur. Et ça, c'est vraiment un point aujourd'hui, bah, que tu vas pas retrouver dans un coffre-fort numérique standard et c'est ce qui fait qu'on peut, dire qu'on va sécuriser de l'info, voilà, sur des dizaines d'années. Et après, il y a bien sûr toute la veille sur le niveau, le chiffrement, les choses comme ça, qu'on fait pour résister, bah, à l'ordinateur quantique, à l'évolution technologique finalement. On met tout ça bout à bout pour garantir un truc qui soit solide, quoi. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du tarif brièvement en une phrase? Alors en une phrase, allez, je vais aller vite. Ou 2? On a une offre découverte, donc tu peux, ouvrir un compte Legapass gratuitement en quelques secondes et d'ailleurs, on va encore gagner du temps. On vient d'avoir l'habilitation France Connect. Alors désolé, hein, la phrase, elle va être longue, mais France Connect, c'est pas rien. C'est extrêmement dur de l'avoir aujourd'hui parce qu'ils le réservent aux organismes publics, mais on a réussi. Ça fait 1 an qu'on discute avec eux, pour faire nos preuves et là, ils nous ont fait confiance, ils nous ont ouvert l'habilitation. Donc tu vas pouvoir créer un compte vraiment en un clic et en quelques secondes et là, tu peux commencer à utiliser un coffre Legapass. Bien sûr, tu as quelques restrictions, mais tu as le vrai niveau de sécurité et cetera et avec ce coffre cette offre découverte, c'est un petit peu comme une assurance finalement, qui sera payée que si on a besoin. C'est-à-dire que la personne ne paye rien. Par contre, si jamais il y a un décès, ça on va demander à la succession, de payer, des frais de transmission qui vont couvrir en fait, bah, l'hébergement pendant les années où on a hébergé la donnée, bien sûr les vérifications nécessaires pour la restitution
et comme je te disais, on fait intervenir à chaque fois un huissier de justice, hein, donc il y a un constat qui est établi et cetera. Donc ça couvre tout ça. Sinon ça, c'est l'offre découverte, donc voilà. Donc il y a pas faut pas avoir peur d'aller ouvrir un compte, il y a pas de frais cachés. Ensuite, on a une offre premium, donc c'est à partir de 4,99 par mois. Et là, on va avoir des enregistrements illimités, on va avoir plein de fonctionnalités en plus. Tout à l'heure, on parlait de personnaliser sa clause bénéficiaire, donc ça, avec l'offre premium, on peut le faire. Et bien sûr, avec l'offre premium, un petit peu comme sur une assurance obsèque, s'il nous arrive quelque chose, la famille, elle n'a rien à débourser. Voilà, quand on prend contact pour la restitution, les GAPA s'occupent de tout. Il n'y a pas un euro à payer par la famille et la succession. Et là, on va réactiver une offre, à vie. Donc là, c'est bon, les plus jeunes, ils me disent: «Ouais, mais s'engager, tous les mois, c'est un peu embêtant». Donc on lance, on va relancer, on avait testé un petit moment, ça avait bien marché et on l'avait enlevé, on va la remettre, donc une offre à vie à 399 €. Et là, tu as le premium à vie. Sachant que l'offre premium, en plus, elle bénéficie de toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on rajoute. C'est-à-dire que tu as un pan de fonctionnalités aujourd'hui, mais on en rajoute au fur et à mesure, on fait évoluer le produit et l'offre premium bénéficie automatiquement de toutes ces nouvelles fonctionnalités. OK, bon, très Donc c'est clair. en une phrase, une offre découverte gratuite. Par contre, il y a des frais de transmission de succession. Une offre, premium, à partir de 4,99 € par mois, et cette offre premium, on peut aussi l'acheter à vie à 399 €. OK. Bah, tu vois, en une phrase, ça se résume bien. Merci beaucoup. On arrive à la fin du podcast. À quoi as-tu envie de dire non aujourd'hui? À quoi j'ai envie de dire non? C'est important? Bah alors, à quoi j'ai envie de dire non? Tu me prends un peu de court parce qu'en plus, moi, je suis quelqu'un de très positif, donc j'adore Ça dire vient oui. après le oui, ça vient après le oui, t'inquiète. Ah, à quoi D'abord, j'ai envie dis non. mmh, Tu as le droit de dire non aux courgettes, hein? non. Mmh, mmh. Ah ouais, tu vraiment rien à quoi tu veux dire non. Ah, Tout va c'est bien là. hein? Non, 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 j'ai à quoi j'ai envie de dire non? Bah, OK. Bon, bah, écoute, à quoi tu as envie de dire oui? Si tu sais ouais, pas à quoi tu veux dire non. Tu as le non, droit de mais dire oui direct. à quoi Tu j'ai veux envie de dire oui? Bah, je sais pas, à des gens intéressés par le projet, qui veulent en savoir plus ou qui sont voilà, bon, du coup, à quoi tu dis oui? à quoi je dis oui? Là, on est à l'Europe numérique et moi, je dis oui aux shorts en entreprise. On est à Nice, j'en ai marre d'avoir chaud, tu vois? Faut tout le temps des pantalons, des pantalons. Donc oui aux shorts. Donc, non au costume pour les hommes de manière systématique, oui aux shorts en entreprise, tant qu'on vient pas avec son short de bain, quoi. Exactement, OK. exactement. Mais c'est vrai que c'est une vraie contrainte pour, vous messieurs, parce que nous, on peut mettre des robes Bah oui et et là, je donc peux te dire qu'il fait très, très chaud et voilà, quand faut se déplacer, alors au bureau, bon, voilà, on est au frais, mais quand faut se déplacer pour nous, là, c'est dur. Alors bon, je sais que les femmes aussi quand même, vous avez plein de trucs durs, oui, par oui, rapport à oui. nous, donc bon, c'est le revers de la médaille, mais on a chaud les coups. OK. Bon, écoute, merci beaucoup, Jean-Charles, d'être venu au micro de la robe numérique. Plein de succès et tu reviens quand tu veux pour nous Bah, reparler de merci Legapass. Oriana, j'espère que tu as ton compte Legapass, hein, Eh ben, pas sinon encore, sinon mais faut s'y mettre. Allez. eh ben, on va s'y mettre. En tout cas, merci beaucoup. Allez, à bientôt Oriana, merci, de m'avoir reçu.